Parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est facile, tu gagnes 100 000 par mois. Je gagne pas 100 000 par mois, moi. Bah non. 100 000 par an, je pensais plutôt, mais ça fait beaucoup 100 000 par mois. Salut Maillot. Salut Deoro. On continue à la suite de l'épisode précédent avec des astuces supplémentaires d'une autre personne, des conseils plutôt, qui arrivent plus tard dans la vie parce que c'est des conseils de quadragénaire. C'était des conseils de trentenaire sur l'épisode précédent. Mhm. Avant qu'on les explore, on va évidemment boire notre thé habituel. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ? Je bois du Jucro, qui est un thé de Corée du Sud. Je l'ai sûrement déjà bu dans le podcast. Donc c'est un thé noir qui a cette caractéristique assez rare de vraiment être très chocolaté. Des notes qui sont assez courantes dans les oolongs et dans certains thés noirs, c'est les notes plus de cacao. Mais là, on est vraiment plus sur du chocolat. Donc il y a une légère différence entre les deux quand même. C'est la première note et c'est vraiment la note principale, alors que souvent aussi ces notes de cacao, elles vont être un peu plus secondaires. Donc c'est un thé qui est assez intéressant pour ça. Alors Jucro, c'est le nom d'une région, donc en fait c'est plus une appellation géographique. Je pense que selon la manufacture, il y aura des Jucro qui n'auront pas forcément ces notes-là aussi fortes, mais en tout cas celui de cette manufacture-là, c'est vraiment l'une de ses caractéristiques. C'est intéressant, ouais. Je n'ai jamais goûté. Il faudrait que j'essaye un truc comme ça une fois. Et toi, qu'est-ce que tu bois ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu de oolong. Je me suis refait un oolong de haute montagne qui vient de Taïwan. J'en sais pas trop plus. J'ai pas grand chose à dire dessus là. Je crois que je me suis un peu raté dans l'infusion. C'était peut-être un tout petit peu court. Ah. Je me suis dit, bon, à 2 minutes 30 à 90 degrés, ça suffira. Mais j'aurais peut-être dû le faire infuser 3-4 minutes parce que je le trouve assez léger là ce matin. Alors que j'ai l'impression que les autres fois, il a plus de corps. Ça arrive. L'épisode précédent où on avait 30 leçons quand on a 30 ans, cette fois, c'est 40 leçons quand on a 40 ans, destinées un peu à sa propre personne, si seulement j'avais su ça 20 ans plus tôt. C'est toi qui avais trouvé la liste, ça vient de Mark Manson, une personne que je connais pas du tout. Mark Manson lui-même, c'est quelqu'un que je suis en fait depuis pas mal de temps. Pas forcément super actif, mais il y a une période où j'avais beaucoup lu son blog. Mhm. Lui, il s'intéresse beaucoup à la psychologie de manière générale, et puis il a écrit ce livre How to Not Give a Fuck. Ah, c'est lui, ouais, d'accord. Ça a été un peu le livre qui l'a fait reconnaître mondialement. Il écrivait son blog depuis vraiment très longtemps, et c'était sur ces mêmes sujets que ce qu'il y a dans son livre. Livre que j'ai d'ailleurs toujours pas lu. Moi non plus. Donc lui, il a fait cette liste là, comparée à l'autre liste, celle de Nikki. Celle-ci est un peu plus abstraite d'une certaine manière, un peu plus générale, on va dire. Chaque conseil est assez large et peut aussi être un peu compris de différentes manières, j'ai l'impression. Ça va moins être extrêmement spécifique sur une activité, par exemple. Je trouve que c'est une personne qui est intéressante parce qu'il dit les choses de manière un peu cash. Je sais pas comment ça passe si on n'a pas l'habitude de son blog dans certains cas, mais moi, avec l'habitude de son blog, je sais que généralement, il dit quelque chose de très cash parce qu'il faut le simplifier pour que le message passe le plus facilement. Mais ensuite, il va généralement détailler et aller dans la finesse, etc., etc. Ouais. Et là, cette liste, c'est un peu plus des choses assez compactes. Des fois, je sais pas, il faut peut-être faire un effort soi-même pour élargir un peu la chose. C'est l'impression que m'avait donné aussi la vidéo, parce qu'il reprend toute cette liste en vidéo. C'était extrêmement dense. Il y a 40 conseils. Il veut pas que la vidéo elle dure 2 heures. Donc, bon, il passe pas beaucoup de temps dessus. En plus, le montage fait que c'est enchaîné de manière très soutenue. C'est bien pour y être exposé à tous ces conseils. Après, on n'a juste pas le temps de comprendre vraiment ce qu'il veut dire par tout ça. Il y a beaucoup des conseils où le conseil fait au final 4 lignes, mais il y a 3 liens vers 3 articles différents où il détaille des choses de manière beaucoup plus poussée dedans. Je le vois aussi comme des points qu'on peut aller chercher aussi à étendre si ça nous parle. Justement, le premier point que tu avais choisi là, qui est personne ne va venir vous sauver, il n'y a aucune chose qui peut solutionner tous vos problèmes, aucun but, aucun achèvement, enfin achievement, je sais jamais comment on traduit trop ça. Succès, aucun succès. Aucune relation non plus ne va venir solutionner tous nos problèmes. Pourquoi tu as choisi ça et puis qu'est-ce que tu en penses ?
C'est une manière de penser que j'ai beaucoup eu pendant longtemps, un peu moins maintenant j'ai l'impression, même si j'ai tendance à tomber dans ce travers, qui est qu'il y a une action ou une habitude potentiellement, ou un changement que je peux faire dans ma vie et qui va tout résoudre. T'arrives pas à te concentrer devant ton ordinateur, c'est la faute de la chaise. Si tu changes ta chaise, c'est bon. C'est ça que tu pensais avant? C'est un peu ça, ou c'est le côté, si je plaque tout et que je vais voyager pendant 1 an et demi, tous mes problèmes vont être résolus. Je l'ai fait, c'est pas le cas. J'ai eu plein de nouveaux problèmes. On n'a pas voyagé pour ça. Là, je donne un exemple un peu pas tout à fait vrai par rapport à la réalité de mon expérience, mais il y avait un peu ce côté de dire, si on fait complètement autre chose, on va être mieux. Mais la réalité, c'est que quoi qu'on change, on va éliminer certains problèmes, ça c'est sûr. Si on se rend compte qu'on a une maladie chronique et qu'on se dit ah bah une fois que j'aurai soigné ça ou que je serai accompagné pour ça, ça va résoudre tous mes problèmes, c'est sûr qu'on va éliminer plein de problèmes, mais on va juste en avoir des nouveaux. C'est pas qu'on fait mal les choses ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on va avoir d'autres conséquences de ce qu'on fait, il y aura d'autres situations dans lesquelles on va être, et parmi tout ça, il y aura de nouveaux problèmes, quoi. En quoi c'est vraiment un conseil, ce personne va venir nous sauver? J'ai l'impression que ça dérive plein d'autres conseils qu'il donne après. Si on le réalise, j'ai l'impression que ça aide à sortir d'un côté de victimisation. Si on change quelque chose volontairement, par exemple, et qu'on se rend compte que ça n'a rien résolu, on va par défaut se dire potentiellement que c'est notre faute ou espérer être dans un état un peu où on espère que, encore une fois, quelque chose d'autre va venir nous sauver de nouveau. Et ça crée cette espèce de boucle, alors que si on réalise ça, on comprend aussi qu'il y aura toujours des problèmes et il faut vivre avec dans certains cas. Et c'est cette partie-là qui permet de casser cette boucle, quoi. Pour le coup, ça fait lien à 2 conseils que j'avais choisis pour les questionner un petit peu. Le numéro 9 et le numéro 10, qui est endosser la responsabilité de tous nos problèmes soulage plus de souffrance qu'il n'en crée. Et le conseil suivant, on donne du pouvoir à qui on blâme. C'est-à-dire que si on blâme quelqu'un d'autre pour nos problèmes, ça veut dire que c'est eux qui dictent un peu est-ce qu'on va être heureux ou pas. Je suis malheureux parce que, je sais pas, mon patron, il a décidé de faire des trucs qui me plaisent pas. Bien sûr, alors ça apporte un peu de malaise, certes, hein, ça c'est pas pour enlever ça. Par contre, c'est pas la seule cause de notre bonheur ou pas. Et c'est pas parce que une autre personne se comporterait d'une manière X ou Y qu'on serait nécessairement malheureux ou heureux. Par contre, dire que si on endosse la responsabilité de tous nos problèmes, on aura moins de souffrance, je suis pas tout à fait d'accord. De temps en temps, on a un peu des choses qui sont hors de notre contrôle. C'est facile de dire oui, mais si ça te plaît pas d'habiter là, t'as qu'à déménager, ou bien t'as qu'à quitter ce job qui te bousille, ou bien il te suffit de couper les ponts avec ces personnes toxiques. C'est pas toujours aussi facile. Je trouve que de mettre toute la responsabilité sur nous, c'est un petit peu un guilt trip de dire que tout serait de notre faute, avec lequel je suis un peu mal à l'aise quand même. Alors, je suis pas de ton avis. Cette idée qu'il faut prendre responsabilité de tout, pour moi, c'est quelque chose que j'ai principalement découvert via la méditation et via cette réalisation que ce qui apparaît dans notre cerveau, qui est au final, de notre point de vue, l'unique réalité, c'est pas que rien n'existe autour de nous, mais c'est la seule manière dont on ressent la réalité et c'est via la médiation de notre cerveau. Donc l'unique réalité, en fait, elle est dans notre tête. Si on peut ne pas suivre et ne pas se faire emporter par ce que crée notre cerveau, et bien justement, on rentre dans cette capacité d'être responsable et donc de pouvoir avoir une réponse par rapport à cette situation extérieure, par exemple. Et la réponse, c'est pas forcément on est seul face à ce qui se passe. La réponse, ça peut être, dans le cas où les choses se passent mal au boulot, il y a peut-être moyen déjà aussi d'en parler avec d'autres et d'aller chercher de l'aide extérieure. L'extérieur à soi, je veux dire, ou même extérieur au travail. Dans certains cas, la situation, elle est illégale. Et dans ce cas-là, c'est un autre type d'aide qu'on va aller chercher. Peut-être un côté qui est plus clair, c'est l'idée, si on est chef de projet, qu'on a une deadline qui est critique, et il s'avère que quelqu'un dans l'équipe tombe malade, et cette personne, elle était clé pour finir le travail, c'est la faute de personne. On peut pas dire c'est la faute du mec qui est tombé malade, c'est pas la faute du chef de projet, parce que il est même pas la personne en question.
C'est même peut-être pas lui qui a choisi la deadline. C'est techniquement la faute de personne, mais ça reste la responsabilité du chef de projet, parce que ça reste au chef de projet de répondre à la situation. Et j'ai l'impression que quand on parle de responsabilité, prendre la responsabilité, on a tendance à penser endosser la faute. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Je sais que si on prend la définition même de responsabilité, d'ailleurs c'est légèrement différent en français et en anglais, je crois, il y a cette idée que on blâme la personne ou un truc comme ça, mais il y a aussi dans la définition de responsabilité cette idée de capacité à répondre. Ça ne veut pas dire que c'est facile non plus, ça ne veut pas dire qu'une seule réponse va suffire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un travail sur, dans certains cas, des années potentiellement pour se sortir de cette situation. Mais si on projette constamment toutes les fautes sur les autres, on finit dans cet état un peu de victime constante, et là, on n'a plus vraiment cette capacité à réagir. C'est un peu ça mon point de vue. Je vois la différence, ouais. Moi, ce qui me gênait, c'est peut-être un peu, oh là là, mais si j'ai d'aussi mauvaises relations avec ma famille, mes collègues, n'importe, c'est peut-être moi qui suis le problème parce que je me comporte pas de la bonne manière qui fait que l'autre me supporte pas et ça engendre une mauvaise relation. C'est un truc avec lequel je suis pas forcément d'accord parce que justement, non, ça peut venir entièrement de l'autre personne. Oui. Là, d'endosser la responsabilité, c'est de dire il y a un problème avec cette autre personne, c'est pas moi qui cause le problème, c'est vraiment l'autre personne qui cause le problème. Par contre, c'est à moi d'essayer de faire quelque chose pour le résoudre parce que je vois bien que l'autre ne fait rien. Donc, il faut pas forcément que je plaque tout et que je change tout parce que là, je suis peut-être coincé, j'ai peut-être pas le choix, mais il faut que j'essaye de trouver une solution. La balle est dans mon camp, en fait, pour faire changer les choses. La solution, ça peut être de couper les ponts complètement, tout plaquer, parce que peut-être que c'est la 800e fois que tu essayes de faire ça et que ça passe pas, qu'au bout d'un moment, c'est la seule solution. Ça veut pas non plus dire qu'il faut subir, parce qu'il y a un moment où tu peux aussi rentrer dans cette idée de je prends la responsabilité, mais tu subis quand même les choses. En relisant la phrase, il dit bien ça enlève plus de souffrance que ça en crée, mais ça veut pas dire que ça enlève tout et ça veut pas dire que ça n'en crée pas plus. Dans la balance, t'en enlèves peut-être un peu plus que ce que t'en crées, quoi. La souffrance va pas disparaître pour autant, ou en tout cas pas tout de suite, mais c'est un peu l'idée que sur le long terme, il y a quand même plus de chances que t'en aies moins. Parce que justement, tu vas plutôt, à la longue, prendre des actions qui permettront d'éliminer un peu ces interactions problématiques ou ces situations problématiques. Tu donnais l'exemple du travail, par exemple. Il y a des gens, ils sont coincés dans le travail littéralement, et la seule solution dans ce cas-là, à part tenter de changer le système, j'en vois pas vraiment d'autre, quoi. Pendant longtemps, je pense que j'avais le même point de vue que toi, qui était de dire, ben non, si moi je suis obligé de travailler pour vivre, si mon travail c'est la merde et que je suis coincé dans ce travail, je vois pas qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et je peux pas forcément le quitter, parce que j'ai pas forcément une autre option, ou j'ai pas forcément de l'argent de côté pour vivre un certain temps. Là, les bouddhistes, ils diront, bah oui, mais tu peux ne pas te faire emporter. Tu peux faire le travail qu'on te demande. Malheureusement, ça sera peut-être désagréable, mais ça veut pas dire que ça doit impacter le reste de ta vie. Et puis à la longue, peut-être que tu pourras te sortir de la situation. Et ça, on est bien conscient que c'est vite dit, mais c'est très difficile à mettre en place. Et ça fait partie du problème, c'est que c'est vite dit, mais c'est hyper compliqué, quoi. C'est ça aussi qui fait, je pense, cette espèce de paradoxe et de fait qu'on a tendance à pas forcément accepter un conseil comme ça, en fait. Parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est facile, toi tu gagnes beaucoup d'argent par mois, tu as de l'argent de côté, ton travail te saoule, tu peux en changer un peu comme tu as envie. Alors que moi, dans mon cas, je vis au jour le jour, je peux pas changer cette situation. C'est vrai que la situation externe n'est pas forcément changeable, mais par contre, la situation interne, elle l'est. Et elle demande un travail qui est souvent très conséquent. Un autre point de la liste que tu as choisi, c'est la motivation n'est pas la cause de l'action, mais l'effet de l'action. L'erreur courante, on va dire, quand on cherche à faire quelque chose, on attend d'être motivé par la chose pour le faire. On sait maintenant que la motivation, elle vient plus souvent après qu'on ait commencé l'action. On n'est peut-être pas motivé par aller courir, mais une fois qu'on aura commencé à courir, c'est là où on va créer de la motivation pour aussi les prochaines fois. Il y a un peu cette tendance chez tout le monde, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'on entend dans beaucoup des podcasts ou qu'en tout cas moi j'ai lu à plein d'autres endroits.
qui est d'être dans ce défaut, et c'est aussi mon cas dans beaucoup de cas, d'attendre un peu que la motivation vienne pour faire la tâche, alors que si on attend ça, il y a peu de chances que ça vienne par lui-même, quoi. Un exemple très concret là-dessus, je dois mettre en page une grille d'horaire et comme tout travail avec des tableaux, c'est à chaque fois pénible à gérer parce que il est très compliqué et on a beau avoir des logiciels les plus avancés possibles, ça reste, ma foi, une certaine complexité et c'est désagréable à faire. Il y a plein de petits détails auxquels il faut vraiment bien faire attention pour être sûr que les plages horaires soient bien aux bons endroits, voilà. Donc évidemment, pas du tout envie de faire ça, parce que c'est fatigant, c'est pénible, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de récompense vraiment à le faire. Donc évidemment, oui, je ferai ça après d'autres tâches, et puis après d'autres tâches, et on évite, on évite, on évite. Pour finir, je me suis mis dessus, et les 10-15 premières minutes, c'était vraiment pénible. Sauf qu'après 10 ou 15 minutes, je vois que ça prend forme. Trop bien, hein, j'ai envie de continuer à faire que ça prenne forme, et je me rends compte que ça avance peut-être plus vite que mon estimation. Je pensais que ça allait me prendre 3 jours, et en fait, en 1 heure, j'ai déjà fait les 3/4. Ça cause de la motivation à continuer, mais il fallait commencer. Et on a tendance à attendre la motivation pour commencer, parce que c'est sûr que si on est déjà motivé, c'est souvent plus facile de commencer. Mais les fois où on est déjà motivé avant une tâche, elles sont en fait plus rares que la situation inverse où démarrer la tâche nous donne cette motivation. Le point suivant, tu as choisi un conseil que je trouve assez curieux. Donc ça commence avec la personne qu'on marie et la personne avec qui on se bat. Quand on prend juste comme ça, c'est marrant comme conseil. Et après, il continue en disant donc la maison qu'on achète, c'est la maison qu'on répare. Le job de rêve qu'on prend, c'est le job sur lequel on va stresser. Je vais littéralement lire ce qu'il dit, que tout vient avec un sacrifice inhérent à la chose. Tout ce qui nous fait nous sentir bien va aussi nous faire nous sentir mal à un moment donné. On rejoint un peu de nouveau l'histoire du premier point que j'avais choisi, quoi. Personne va venir nous sauver. La personne avec qui on se marie, elle va pas nous sauver. Il y aura évidemment plein de moments qui seront bien, normalement, si on a choisi cette personne. Mais il y aura forcément des moments où on va pas être d'accord. Quand on achète une maison, il y aura forcément des moments où un problème va arriver, il va falloir faire des réparations, etc. Tous les choix qu'on fait, même si c'est des choix qu'on trouve bien et qu'on en a vraiment envie de les faire, etc., il y aura aussi un sacrifice ou des choses qui vont mal se passer qui va venir avec. Je suis assez d'accord avec ça. La personne avec qui on va, idéalement avec qui on a envie de passer en tout cas le restant de nos jours, si c'est une personne qui est d'accord avec tout ce qu'on fait, qui remet jamais rien en question, qui nous contredit jamais, c'est peut-être très chouette les 6 premiers mois, 5 premières années, mais après... Qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi. Enfin, pardon, hein, mais j'ai quand même envie d'avoir une personne qui a peut-être des avis différents des miens, pas à 100%, mais en tout cas quelques-uns, pour que ça amène quelque chose, quoi. Et puis, qui puisse aussi me dire quand je fais des choses qui peuvent être améliorées ou qui sont franchement pas bien, qui puisse me dire, là, non, il faut faire mieux. Ouais. Si j'aime cette personne-là, même si on peut se disputer, après ça passe, parce que justement, on s'aime, en fait. Après, alors la tournure de phrase qui est mise comme conseil là, je la trouve assez audacieuse, puis là peut-être pour remuer un petit peu, parce que bon, le but c'est quand même pas de se mettre en couple avec la personne avec qui on se dispute en permanence. C'est pas ce qui est dit, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est comprendre, voilà, qu'il y a de toute façon cette autre face, et même dans le cas de figure où tu dis la personne avec laquelle on est toujours d'accord et sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai quand même l'impression qu'avec ma femme, on est globalement tout le temps sur la même longueur d'onde. Ça veut pas dire que c'est justement 100% du temps et qu'on n'a pas des désaccords et qu'il n'y a pas des choses... Mais ça vient avec. C'est pas optionnel, quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut rejeter, dans ce cas-là, la personne, ou qu'il faut tout de suite vendre la maison, ou qu'il faut tout de suite quitter son job, quoi. Par rapport à l'histoire de motivation, là, le point précédent dont on disait, il y en a 2 après qui sont similaires. L'amour n'est pas la raison de la relation, mais l'effet de la relation. Et la passion n'est pas la raison pour le bon travail, mais l'effet du bon travail. Et ensuite, il en vient à cette histoire de la personne qu'on marie et la personne avec qui on se bat. Je pense que l'article vaut le coup d'être lu entièrement, ou en tout cas la vidéo d'être vue entièrement, parce que j'ai l'impression qu'il a quand même mis les choses dans un certain ordre pour une certaine raison. Il construit à chaque fois des choses avec les points précédents. Mais on va pas tout citer là. C'est pour ça que je suis surpris que le prochain que j'avais pris, qui est de faire confiance aux gens, soit pas lié à tout ça. Il y a un petit écart entre deux et un petit changement de sujet. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien de faire confiance aux gens, c'est-à-dire que
Dans la plupart des cas, les personnes sont des bonnes personnes. Évidemment, de temps en temps, elles peuvent nous faire du mal, nous embarrasser, voilà. Mais de penser que tous les gens sont malfaisants par défaut, c'est juste pas une bonne alternative. Une maxime que j'ai vue pas mal dans des projets open source, par exemple, qui dit Don't assume bad intent. Donc, ne considérez pas qu'il y a une mauvaise intention derrière quelque chose. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, quelque chose qui se passe mal, c'est pas forcément intentionnel envers nous. Je suis d'accord avec ça, parce que je pense qu'on est dans le cas de figure où il y a ce biais négatif qui apparaît par défaut. L'un des biais qui est complètement naturel, ce qui est qu'on se souvient plus des choses négatives que des choses positives. Mhm. Parce que c'est un énorme avantage évolutionnaire. Quand on se souvient que machin il a mangé ça et machin il est mort, eh ben on mange pas ça. Ouais. Et donc on survit. Par contre, dans notre société où globalement on n'est quand même pas tous dans cette situation de vie ou de mort continue, ce sens du négatif, il a pris une autre forme et on a tendance à trop le considérer. Alors que dans ce cas, par exemple, d'avoir confiance envers des gens, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point on a confiance envers tout le monde la plupart du reste du temps. Quand je prends le bus, à aucun moment je me dis le chauffeur il va foncer dans un mur parce qu'il a envie de foncer dans un mur. J'ai confiance en lui pour qu'il m'amène du point A au point B. Quand je vais au resto, j'ai confiance que le chef il va pas mettre du poison dans ma nourriture alors qu'il sait qu'il peut. Moi aussi je sais qu'il peut. Mais c'est pas la première chose qui me vient en tête. Et je pense que les quelques fois où on a mis la confiance dans quelqu'un et où cette confiance n'était pas réciproque, ou a été rompue, voilà. Je pense que ça, elle nous marque beaucoup plus que ce qu'elle devrait, vu statistiquement parlant, la quantité de gens qui ont fait confiance tous les jours. Encore une fois, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mm. Et donc, de directement considérer ah, bah évidemment, j'avais demandé de faire les choses comme ça, évidemment, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui m'emmerde tout le temps là? Et puis, c'est vraiment une personne insupportable, etc. etc. Ouais, enfin, peut-être que juste la personne a essayé de faire du mieux qu'elle a pu pour réaliser une tâche, mais en fait, en même temps, il y avait ses enfants qui étaient malades. Là, c'était la galère. Tous ses pneus de la voiture ont crevé, elle n'a pas pu venir, elle est en retard. C'est pas pour nous faire foirer notre fête d'anniversaire, c'est juste que ben non, il y a eu un autre problème. Avant de savoir ce qui s'est passé, on va assez vite partir sur cet esprit négatif là. Justement, c'est des choses qui seraient bien d'éviter, qui sont pas faciles à éviter, hein, parce que je suis le premier des fois à d'abord penser oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant lui. 2 secondes après, tu fais ah désolé, j'aurais pas dû penser ça. C'est vraiment quelque chose que tout le monde va avoir et qu'on va tous avoir du mal à surpasser. Avoir ce recul et savoir que c'est par défaut la manière dont on pense, déjà ça aide à une fois supplémentaire peut-être, ne pas le penser par défaut et puis à la longue, peut-être aller plus vers ça. Pour le point suivant, tu as choisi un petit peu de vulgarité. Exactement. Alors je ne vois pas comment traduire ça en français, à vrai dire. Mais en gros, c'est fuck being normal. On s'en fiche d'être normal pour être C'était vachement poli. sans insulte. Mais son point, c'est qu'en termes de pure statistique, la personne normale est physiquement en mauvaise santé, émotionnellement déprimée et anxieuse, globalement seule. C'est un vrai problème dans notre société moderne et a des dettes. Donc, statistiquement parlant, il faut pas être normal. Ouais. Il faut forcément, idéalement, être mieux. J'aime bien ce point parce que quand on pense à la normalité, on pense pas forcément aux statistiques. On pense à avoir une vie normale, c'est avoir une vie posée, justement faire un peu de sport suffisamment pour être en bonne santé, etc. La réalité, c'est que la normalité, c'est pas ça, quoi. La normalité, ce qu'on pourrait définir comme telle, c'est la proportion la plus probable de la population, qui peut pas forcément être la majorité non plus, hein, c'est juste que c'est le plus grand nombre de personnes. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas suffisamment d'activité physique, ont des soucis émotionnels, sont peut-être atteints de sentiments de solitude, et puis là, c'est peut-être un peu plus pour les États-Unis, mais des dettes financières. Du coup, c'est entre guillemets la normalité, et puis effectivement... Ouais, ça fait pas très envie en fait, donc on peut s'extraire par ça. Même dans la vidéo, il parle pas de ça, mais je pense qu'il y a un point plus profond qui est de dire, en plus de cette partie statistique, si on est juste
normal comme tous les autres. On n'a pas forcément ce sentiment d'avoir du sens dans notre vie ou ce type de choses. Je pense qu'il y a toute une partie qui s'adresse un peu à ça aussi. Mais ouais, là, c'est vraiment le côté purement statistiquement, c'est pas une bonne idée. Moi, je rajouterais juste là-dessus, être bizarre, entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui est valide parce que cette soi-disant normalité, déjà, c'est des critères qui peuvent évoluer avec le temps. Et en plus, je sais pas, c'est un peu ennuyeux en fait. On peut célébrer le fait qu'il y ait plein de diversité et puis que c'est cool. Alors, le point suivant, c'est toi qui as choisi. Et c'est à propos de penser à propos de toi-même. Personne ne pense à nous autant que nous. Ça veut dire que quand on a des insécurités à propos de nous-mêmes, il y a 99% de chances que les gens autour de nous n'ont même pas remarqué. Simplement, en fait, on est tous trop préoccupés à penser à nous-mêmes et donc à se faire du souci de est-ce qu'on fait juste, est-ce que ça c'est bien, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Sauf qu'en fait, comme on est tous préoccupés par nous-mêmes, on se préoccupe peut-être un peu moins des autres. En plus, c'est souvent des histoires de absolument détails. Des traces de doigts sur la porte de mon four. Qu'est-ce que mes parents ils vont penser de moi quand ils vont venir parce que je nettoie pas assez bien ou je suis mal coiffé, donc forcément je vais pas être sérieux pour cet entretien. Oh là là, c'est foutu. Non, en fait, déjà, probablement les gens ils vont pas remarquer ça. En plus, garantie, même s'ils le remarquent, 1 heure plus tard, ce sera déjà oublié. Donc, pas grave. Même plus loin que ça, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, c'est complètement tourné vers des gens qui ne comptent même pas pour nous. Là, tu as donné l'exemple, on invite des gens un peu proches, mais même dans certains cas, j'ai l'impression que c'est « Ah, mais je peux pas mettre ce t-shirt parce qu'il a une tache » et les gens dans la rue, ils vont croire que... Enfin, les gens dans la rue, c'est les gens dans la rue, tu vas jamais les recroiser de ta vie. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ça va même beaucoup plus loin que ça peut aller aussi loin que ça, quoi. Je pense qu'il faut se lâcher un petit peu la grappe là-dessus. La plupart de ces insécurités-là qui viennent de la peur du regard des autres, simplement le regard des autres, il n'est pas forcément tourné sur nous. Ils sont aussi tournés sur eux-mêmes et sur les mêmes peurs. Autant lâcher prise avec ça. Et j'ai aussi un peu l'impression, je réalise en discutant, j'y avais pas pensé avant, quand on assume ces choses qui peuvent être différentes, ou des choses qu'on apprécie qui peuvent être différentes des autres et considérées comme honteuses ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression que justement le fait de l'assumer nous dégage de cette sensation. Peut-être que je dis quelque chose de complètement évident. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. D'un côté, j'ai l'impression, c'est super profond, mais de l'autre, je me dis, mais c'est complètement évident. Des fois, les choses simples qui sont devant nos yeux, on les remarque pas. Donc, J'ai l'impression que le fait de juger les autres, des fois, c'est parce que juste on projette nos propres insécurités sur les insécurités des autres. Du coup, on juge, mais si les autres n'ont pas d'insécurité, on n'a rien à juger. Mais je sais pas si ça a du sens. moi, je pense que si, mais on laissera les auditrices et auditeurs déterminer si jamais. Pour le point suivant, qu'est-ce que tu as choisi ? Les résultats extraordinaires proviennent d'une répétition d'actions ordinaires sur un temps très long. En anglais, c'est Extraordinary results come from repeating ordinary actions over an inordinate amount of time. C'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas ou très peu, en tout cas statistiquement parlant, de succès qui arrive d'un coup. Le succès soudain, c'est plus souvent une répétition dans l'obscurité pendant des années de quelque chose pour arriver à ce succès, et très rarement, du jour au lendemain, quelqu'un qui s'est dit « je fais ça » et qui a du succès. Même quand on peut avoir la perception d'un succès instantané, quel talent, quel génie, tout ça, oui, mais il y a combien d'années d'essais, de pratiques, de réflexions, de trucs, ça se voit pas, mais c'était quand même là. Et qui ont souvent pas été montrés non plus, quoi. C'est peut-être moins le cas de nos jours, vu qu'il y a une poussée quand même de tout partager tout le temps. On a peut-être un peu plus cette réalisation qu'il y a un travail continuel qui doit être fait. Mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas. L'exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple des startups ou ce type de choses où c'est un succès d'un coup, mais non, parce qu'il a fallu des années avant pour créer l'entreprise ou ce genre de choses. Mais... D'être un grand ou une grande chef cuisinier, maintenant tu peux faire des repas dignes de plusieurs étoiles au guide Michelin, mais en fait t'as quand même commencé par couper des légumes et t'en as coupé des légumes, genre vraiment des quantités. Et ça a commencé par ça, c'était une action complètement ordinaire mais qui a été répétée des centaines de milliers de fois avant de passer à autre chose, mais il a fallu ça aussi.
Oui, complètement, c'est couper du bois et trimballer de l'eau, du zen ou ce genre de choses. On est tous passés par des trucs basiques et tu es obligé d'avoir ce contrôle sur les choses basiques d'abord pour ensuite avoir de toute façon un contrôle sur quelque chose d'exceptionnel. Oui, il y a des gens qui pourront nous donner des exemples où c'est pas le cas, mais statistiquement, ils sont rarissimes. Donc encore une fois, il faut pas que se focaliser sur quelque chose qui n'arrive quasiment jamais et en faire une généralité. C'est mieux de se focaliser sur, ben non, il y a une généralité là, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on soit là-dedans. Là, il parle de résultats extraordinaires et pas forcément de succès mondial ou de choses comme ça. C'est dire, on peut choisir aussi d'aimer la cuisine, de faire ça pour soi-même, d'être extrêmement doué parce qu'on a fait un travail gigantesque avant. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fait le choix de devenir un chef étoilé ou quelque chose comme ça. Mais quand les gens viennent manger, ils trouvent que c'est extraordinaire. Il y a un très bon truc aussi là-dessus. Pour faire des œufs bénédicts, c'est assez difficile à cuire les œufs comme ça, parce qu'il faut les casser dans l'eau et ils vont cuire là-dedans. La méthode pour savoir faire des œufs bénédicts bien, c'est juste d'en rater 50, parce qu'après, on a pris le coup de main. Mm. C'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est juste qu'il a fallu faire des actions ordinaires plusieurs fois avant que ça marche. Pour prendre de bonnes photos, il y a un photographe qui disait que les 10 000 premières photos, c'était juste les essais. Et lui, il parlait de photos analogiques. En numérique, moi, je pense que les 50 000 premières ou les 100 000 premières, c'est les essais. Ouais. Mais c'est vraiment cette idée, pour faire X, il faut faire X plein de fois, et on va arriver à le faire bien. Moi, je pense qu'il y a un lien avec le point suivant que tu as choisi, avec lequel tu n'es pas tout à fait d'accord. Dans la vie, il n'y a rien qui a du sens et qui soit facile, et il n'y a rien de facile dans la vie qui a du sens. Je ne dis pas que c'est faux, dans le sens où des choses qui sont pleines de sens, c'est vrai, de temps en temps, elles sont pas forcément faciles. Ok. Par contre, c'est son deuxième point de dire qu'il n'y a rien de facile dans la vie qui a du sens. Là, je trouve que c'est un peu trop réducteur. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faciles à faire et qui peuvent avoir beaucoup de sens, même si ça n'a peut-être pas l'air au premier abord, mais quand même. J'avais deux trucs en tête. C'est, par exemple, remercier les gens. Quand ils ont fait des choses, voilà, juste leur dire merci. C'est facile de dire merci, mais je pense que ça a vraiment un sens, en fait. Ça apporte autant à la personne qui dit merci qu'à surtout la personne qui reçoit le merci. Et vraiment, ça coûte pas grand-chose, quoi. À condition, évidemment, que ce merci soit sincère. Hein. Ça se sent quand c'est pas sincère. Mais voilà, je pense que ça amène un peu du sens quand même. C'est pas dans le vide, quoi. Puis un autre petit truc auquel j'ai pensé, même si j'avoue que je me suis un peu creusé la tête, je pense que de manger ensemble, d'éviter de... on est en couple, machin, et puis du coup, on a l'habitude de manger devant des séries. Ouais. Oui, c'est bien, puis je le fais, hein, mais de temps en temps, de manger vraiment ensemble à table, et du coup, de pas chacun être sur son téléphone aussi. Tiens, on va tous boire des verres et on est tous à passer la soirée sur notre téléphone. Ok, je comprends que ça se fasse, je comprends que ça arrive de temps en temps, mais il faut pas que ce soit tout le temps, je pense. Parce que de manger ensemble, c'est facile à faire. Il suffit juste d'être assis à la même table, voilà. Et je pense que ça a du sens parce que ça enrichit tout le monde de passer un moment social comme ça. Mais est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est facile ? Je trouve que c'est simple aussi, en fait. Moi, je pense que c'est simple, mais que ton exemple dit que c'est pas facile. Ah. Parce que sur le coup du téléphone, par exemple, c'est simple. On sort pas notre téléphone. Mais en vrai, c'est pas facile parce qu'on est tous complètement addicts à notre téléphone. C'est vrai. Mais je pense que c'est pas aussi exactement ce que tu as dit avant. Ces phrases, c'est 99% des cas, mais qu'il y a l'exception et qu'il faut pas se focaliser sur l'exception. Parce que c'est un peu ça. Je pense que là, et je crois que tu es d'accord avec ça, ce qu'il cherche à dire, c'est que en gros, les actions qui sont difficiles à faire sont celles qui vont généralement nous apporter le plus cette sensation d'avoir du sens dans la vie. Alors, je le prendrais plutôt dans le sens inverse, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui sont difficiles mais qui apportent rien. Mais disons que les choses qui apportent des choses, la plupart du temps, elles sont difficiles. Et je pense qu'il le dit par la négative pour nous accrocher plus. Ça couvre pas mal de cas de figure, en fait, au final, où des petites actions peuvent avoir du sens, des actions faciles. Il y a peut-être aussi une petite inégalité de traduction, parce que easy, est-ce que je le traduis par facile ou est-ce que je le traduis par simple ? Parce qu'il peut y avoir des choses qui sont pas forcément simples, mais qui sont quand même faciles.
Comme tu dis, c'est simple de pas prendre son téléphone, mais c'est pas facile. Hmm. Je sais pas, là, le easy... Simple existe en anglais aussi, donc je sais pas trop. Ouais. Peut-être que ce que je disais n'avait pas de sens. Je pense que c'est quand même un bon conseil de dire que les choses qui ont vraiment du sens, c'est peut-être possible qu'elles soient pas ni faciles ni simples à faire. Par contre, elles ont du sens, donc c'est quand même important. Hmm. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être faire machinalement, qui sont très simples et très faciles. Et en fait, bon, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, le plus intéressant, c'est de questionner un peu cet état de fait. Je pense que ça aurait été mieux, tel que toi tu l'avais dit, à savoir que... comment tu avais dit ça exactement? Tout ce qui est... Les choses qui ont beaucoup de sens, elles sont pas forcément faciles, elles peuvent être difficiles. Par contre, tout ce qui est difficile n'a pas forcément du sens. C'est mieux dans cette manière de le dire. Ouais. Le dernier point, c'est qu'il n'est jamais trop tard de changer. Donc il décrit un exemple d'une femme qui a perdu son mari quand elle avait 60 ans, la soixantaine en gros, et qui décide de se mettre au piano. Elle n'en a jamais fait de sa vie. La plupart des gens autour d'elle se disent « Ah, c'est juste une lubie » ou quelque chose comme ça. Au final, on peut aussi se dire « Elle a 60 ans, pourquoi est-ce qu'on démarrait quelque chose à 60 ans ?» Surtout du piano, parce qu'en plus, c'est pas rapidement appris, quoi. Si on n'a jamais fait de musique de sa vie, en plus, ça peut être beaucoup plus dur. On n'a pas forcément de facilité pour ça. Mais au final, quand elle avait 90 ans, ben, ça faisait 30 ans qu'elle jouait du piano. Donc elle était très douée. L'exemple est bien, je trouve, parce que ça rejoint ce que Nicky disait dans son article précédent. Ça rejoint un truc courant qu'on peut voir sur YouTube ou dans d'autres articles ou sur Reddit de « Ah, j'ai 25 ans, je viens de finir des études qui me plaisaient pas, j'ai raté ma vie. » Oula, il te reste en moyenne au moins 60 ans à vivre. T'as le temps de tout changer plusieurs fois. Ouais. C'est un biais courant où on a l'impression qu'on a déjà tout vécu, qu'on n'arrive pas à mettre en perspective le temps qui reste, même dans le cas où potentiellement le temps qui reste, il est inférieur au temps qu'on a vécu. Ce qui n'est pas le cas quand on a 20 ans souvent, mais ce qui commence à être le cas quand on a la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et en fait, il y a encore du temps. C'est vrai. Voilà, on peut toujours se dire ah mais bon, j'essaye de changer une habitude que j'aime pas, c'était compliqué, j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'y arrive pas. On peut toujours réessayer. C'est jamais trop tard pour quand même réessayer. Faut pas se dire que c'est foutu. La même chose avec je voulais apprendre telle langue et je voulais faire ça tous les jours, mais là ça fait une semaine que je l'ai plus fait, donc bon je m'arrête, c'est trop tard, c'est fini. Ben non, on peut toujours s'y remettre. S'il y a des choses qui nous déplaisent, qu'on aimerait améliorer, ou des nouveautés qu'on aimerait explorer, c'est jamais trop tard pour le faire. On a toujours les capacités d'apprendre et de changer. Tu avais marqué dans les notes Just Begin Again, Mhm. qui est cette phrase qu'on retrouve souvent dans les pratiques de méditation ou autres. Parce que c'est ça que ça entraîne, c'est cette idée que ah, je viens de suivre une pensée, je relâche et je recommence la méditation, etc., etc., etc. Ça nous entraîne en fait à vraiment avoir pas simplement cette intuition, mais cette expérience du fait que ben, le passé n'existe plus, Mhm. et c'est un fait, et le futur n'existe pas, et c'est aussi un fait, et on n'a que là tout de suite, et là tout de suite, ben, on peut décider de recommencer. Pour terminer cet épisode, si il vous a plu, le plus important, ce serait d'en parler autour de vous pour qu'il se fasse connaître. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les internets? Tout est sur notre site internet tâche avec un s-2-t.fm. De là, il y a notre compte Mastodon, le compte YouTube, le compte Twitter, un email aussi si vous voulez nous écrire, puis évidemment les archives de tous les anciens épisodes. Vous pouvez toujours aussi mettre des likes ou des étoiles et des choses s'il y a l'option dans votre application, mais le mieux, je pense que c'est de parler à quelqu'un directement. Autrement, on se retrouvera dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Bye. J'entends un truc dehors. T'entends Ah, c'est chez toi. Non, t'entends pas le... Peut-être j'entends. Bon, Mince. tant pis, on fera avec.